Bonsoir Romain. Salut tout le monde. Ça va? Je suis super content, Greg. Ah bon? Oui, parce que j'ai réussi à Vous n'allez négocier. pas faire comme un CD de la peur et me vomir dessus du coup. Ah non, je fais pas ça, Très non. bien. Non, c'est le CD de la peur. C'est pas grave, vous aurez des références plus tard. Ah ouais, non, celle-là, je l'avais Ouais, pas. bah, c'est pas grave. Non, j'ai une meilleure nouvelle. Contrairement à l'équipe de France, j'ai négocié des primes pour tout le monde. Ah. Tous ici, prime à 6 chiffres à la fin de la Coupe du Monde. Oh, elle est belle quand même. Mais en rouble. Ouais, en rouble, en ancien franc. Voilà, en ancien franc, en centime. Eh oui, non, je plaisante. C'est pas réglé du côté de l'équipe de France. Les primes, les places pour les familles, la logistique, tout ça, on va en parler. Pourquoi tout doit être réglé avant la Coupe du Monde? Bah oui, parce que ça peut poser des petits problèmes et même des gros problèmes, ce genre de sujet extra-sportif. Alors si on a réfléchi et on a finalement fait ce pourquoi Romain, c'est parce qu'il y a deux sujets qui sont vraiment là sur le feu pour l'équipe de France. Oui, alors on rassure quand même tout le monde, il n'y a pas de conflit ouvert, de tension exacerbée par rapport à tout ça, mais il y a quand même des problématiques à régler. La première, c'est la question des primes de match. Chaque joueur touche environ 21 000 € de primes de droit à l'image par match avec les Bleus. Or, selon l'équipe, la FFF voudrait réduire ces primes parce qu'elle a besoin de faire des économies. Donc, elle a demandé aux joueurs de baisser cette prime, ce qui a quand même suscité un peu d'incompréhension chez les joueurs français. Et puis, la deuxième problématique, ça a été révélé ce matin, toujours par l'équipe, c'est par rapport aux places pour les proches. La Fédé a proposé 2 invitations par joueur, plus 6 places à acheter par joueur. Et c'est jugé trop bas par les tricolores qui en espèrent plus. L'un des suiveurs des Bleus pour le journal, chroniqueur de l'EDG aussi, Anthony Clément, il vous explique un peu les coulisses et les enjeux de tout ça. Alors les négociations qui ont eu lieu hier à Clairefontaine, elles sont assez classiques avant une grande compétition. C'est l'usage que les joueurs rencontrent le président pour parler des primes et d'autres avantages. Et cette fois-ci, évidemment, ce sera encore Kylian Mbappé qui sera au centre des négociations. Mais plusieurs sources indiquaient hier que c'est pas tellement la question des primes qui posait problème, des primes qui pourraient débuter à partir des demi-finales, ce qui suggère des objectifs élevés. Ce qui posait le plus de soucis, c'est les places allouées aux proches des joueurs. Ça, forcément, c'est ce qui gênait le plus l'effectif. Tout ça n'est pas fini, les différentes parties doivent se revoir, on va dire, pour affiner tout ça. On nous assure de part et d'autre que ça se fait en bonne intelligence, en tout cas avec l'idée de régler ça au plus vite pour que ça ne pollue pas la compétition. Ouais, j'imagine que la France n'est pas le seul pays à être confronté à ce genre de choses. Oh là non, hein. Si on commence à faire un catalogue, je peux vous dire qu'on va passer à l'équipe du soir assez rapidement. En tout cas, on va vous montrer un exemple quand même, c'est le Sénégal, premier adversaire des Bleus le 16 juin. Ils ont eu un article dans l'équipe pas plus tard qu'il y a 3 jours. Le titre de cet article, c'était « Des lions dans le flou » et voici ce qu'on peut lire. Depuis février, la fin de son contrat, Pape Thiaw, le sélectionneur, n'a pas prolongé et n'a donc pas perçu le moindre salaire. Ce n'est pas le seul souci rencontré. L'avion pour les États-Unis, affrété spécialement, a été largement retardé en raison de problèmes administratifs. Et enfin, le sélectionneur aurait préféré laisser ses hommes profiter de la Tabaski, la grande fête musulmane, avec leur famille avant de rejoindre le Nouveau Monde. Là encore, la fédération a concocté le programme sans en référer aux principaux intéressés, ce qui a obligé l'équipe à poser ses valises sur le sol américain quasiment 3 semaines avant son entrée dans la compétition. Bon, vous voyez, par rapport à l'équipe de France, vous connaissez un petit peu l'adage. Quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me rassure. Alors je ne connaissais pas, mais merci de m'apprendre des Bien choses. sûr. Alors, Vous aurez des refs aussi. Oui, mais c'est intéressant. Vous êtes vraiment le plus vieux de tous les jeunes. Merci. Mais alors du coup, c'est la crise pour les Lions de la Teranga ou pas? Non, c'est pas la crise. On a appelé Hervé Penaud, spécialiste du foot africain à l'équipe. C'est lui qui a signé l'article. Il nous a assuré que tout allait bien et que ça allait rentrer dans l'ordre. En revanche, il nous a plutôt raconté l'anecdote du Cameroun à la Coupe du Monde 2002. Et alors là, il faut s'accrocher. Pour resituer rapidement, les Camerounais étaient rassemblés du côté de Roissy avec un vol qui devait partir pour le Japon et la Corée du Sud le jeudi. Sauf qu'ils avaient refusé de s'envoler tant qu'ils n'avaient pas reçu des primes qui leur étaient dues. La suite, c'est une histoire de Banque de France, de mallettes de cash et d'entraînement sur le tarmac. Il faut savoir, au Cameroun, dans beaucoup de pays africains c'était comme ça, on voulait les primes en liquide, parce qu'on n'acceptait absolument pas les chèques. Un chèque, c'était le moyen de se faire avoir. Et le problème, c'est que vous aviez le week-end, et eux, ce qu'ils voulaient, c'était du liquide de la Banque de France. Et je crois que le lundi, il devait y avoir un pont, un jour férié, on était en mai, et ils ne pouvaient retourner que le mardi. Donc, ils sont restés du jeudi au mardi, et alors ils sont allés chercher l'argent à la Banque de France, quelques costauds, parce qu'il y avait les mallettes quand même, hein, il fallait donner pas mal d'argent. Ils sont partis, ils sont rentrés le mardi, c'est tous contents, ils avaient fait 5 jours, quasiment rien, des entraînements sur des petits terrains du côté de Roissy, mais c'était absolument invraisemblable. Et le pire, c'est qu'en prenant le nouvel avion, qui n'était plus le même que l'ancien, il devait faire une halte, un joueur m'appelle à un moment, me dit « Hervé, tu sais où on est ?» Je dis « Non, vous êtes où ?» Eh bien on vient de se poser, ça devait être en Thaïlande, je sais pas trop où, parce qu'il fallait remettre du fuel, et on va s'entraîner sur le tarmac parce qu'il faut quand même dégourdir les jambes. Je me suis dit, mais c'est complètement fou votre histoire. Et après, ils arrivent pour débuter la Coupe du Monde et ils sont cramés, rincés, bouillis.
Mais oui, cramé, rincé, bouilli. Alors on en rigole aujourd'hui, mais Hervé, il a raison. Les Bleus vont attendre la Banque de France? Alors non, a priori, ça ne va pas se passer comme ça. Mais en tout cas, Hervé a raison parce que les Camerounais ont effectivement raté leur Coupe du Monde 2002. Un nul contre l'Irlande pour débuter, une victoire pénible contre les Saoudiens et une défaite contre l'Allemagne 2-0. Résultat, élimination au premier tour, alors que les Lions indomptables étaient vus comme des outsiders de cette Coupe du Monde. Et justement, Patrick Mboma, qui faisait partie de cette équipe, il a été interrogé il n'y a pas longtemps par Victor Coudreau et Jérémy Janingro. Et il nous raconte tous ces déboires et on est sur un gros gâchis. On sait qu'on est costaud. On a gagné la CAN 2000, on vient de gagner la CAN 2002. Personne ne nous bat. On joue contre la France, championne du monde, championne d'Europe. Elle ne nous bat pas. L'Argentine, ils ne nous battent pas. Les Pays-Bas, ils ne nous battent pas. On est une équipe sur le continent déjà qui est intouchable et ailleurs presque imbattable. Pendant 2 ans, on a un succès fou et il n'y a plus qu'à concrétiser ça dans cette Coupe du Monde. Il n'y a plus que ça à faire. Et malheureusement, on gâche notre Coupe du Monde à cause d'une fin de préparation surtout complètement tronquée. Un problème de prime, ça nous a fait perdre beaucoup d'énergie. Alors, avec ce genre de soucis extra-sportifs, il faut trouver des solutions. Car évidemment, il y en a d'autres qui peuvent survenir pendant la compétition. Et l'équipe de France a déjà connu ça, même récemment. On va vous redonner 2 exemples. On commence avec la Coupe du Monde 2014. Les Bleus sortent en quart contre l'Allemagne. Et on apprend dans l'équipe que les joueurs ont obtenu la mise en retrait du manager des équipes de France, Erwan Le Prévost. Pourquoi ? Parce que les femmes des joueurs invités pendant la compétition estimaient avoir été mal reçues dans l'hôtel qui leur était réservé, avec des chambres pas prêtes et de la nourriture périmée. Plus récemment, Euro 2021, beaucoup de restrictions pour les Français à cause du Covid. Et l'équipe écrit pour discuter avec leurs collègues d'autres sélections. Ils savent que quelques Belges, par exemple, ont pu voir leurs femmes. Ils ont aussi vu les images des joueurs espagnols s'amusant avec leurs enfants sur la pelouse de Séville. Les joueurs, sur le thème du « pourquoi eux et pas nous », ont prévu de mettre le sujet sur la table assez rapidement auprès des responsables de la fédération. Il y avait pas mal de tensions et, coïncidence ou non, les Français, le soir même, ont perdu contre la Suisse. Alors, dans certaines équipes, c'est même pire. On n'hésite pas à menacer d'aller jusqu'à la grève, même pendant une Coupe du Monde. Il est l'heure de rappeler notre père Castor à nous, Hervé Penaud. Cette fois-ci, on part à la Coupe du Monde 2006. La France est sur le point d'affronter le Togo pour le 3e match de groupe. Et c'est très chaud côté togolais, encore pour une histoire d'argent. Alors Hervé, il a connu pas mal d'épisodes de menaces de grève en suivant les nations africaines, mais là, il y a vraiment cru. C'est l'une des rares fois où je me suis dit, ils vont faire grève. Problème de prime, évidemment, et toujours pareil. Et là, ils avaient dit, on ne joue pas. Et la FIFA a eu peur, a eu très très peur, puisqu'il fallait être là la veille pour le point presse, obligatoire, mais ils ne voulaient pas venir, ils ne voulaient pas prendre le train. Et là, je crois que c'est la FIFA qui a avancé de l'argent pour donner aux joueurs, pour être sûr que les joueurs togolais allaient venir. Mais franchement, je peux vous dire que j'étais pas certain que le match aurait lieu. Quand je suis allé voir les joueurs après 2-3 jours après à leur hôtel, c'était assez drôle parce qu'il y avait un des joueurs qui se baladait avec une boîte à chaussures et à l'intérieur, il y avait de l'argent en liquide, bien entendu. Il n'osait pas laisser sa boîte de chaussures dans sa chambre de peur que quelqu'un vienne lui voler. C'était quand même un moment incroyable. Bon, on fera une émission spéciale d'anecdotes d'Hervé Penaud. Oui, il y a moyen de rigoler un petit peu avec son expérience. Bon, en tout cas, il ne faut vraiment pas prendre à la légère ce genre de problème, ce problème d'argent, de gestion des familles, d'organisation générale, parce que la Coupe du Monde, elle se gagne sur le terrain, mais elle peut aussi se perdre en dehors. Merci beaucoup Romain Aron, Arthur Durand, Mathis Gauthier, aujourd'hui à vos côtés. Loïc, vous suivez les Bleus, je viens vous voir également. Vous partez pour le journal de l'équipe et pour le DG par ricochet aux États-Unis pour suivre l'équipe de France sur la côte Est. C'est problématique, c'est un petit souci périphérique vite réglé. Je vous vois un peu hésiter. C'est pas problématique encore, mais ça peut le devenir. Ah oui. Et assez rapidement, il faut que ce soit réglé dans la semaine. Avant le départ, les joueurs partent mercredi, donc dans une semaine aux États-Unis. Il faut que ce soit réglé avant. L'histoire des places pour les joueurs, c'est impossible. C'est-à-dire qu'avoir 2 places, c'est pas le problème de payer à la limite, mais 2 places gratuites, 6 places payantes, 8 places pour une Coupe du Monde, c'est inconcevable pour eux parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut voir forcément l'équipe de France jouer. Ils ont tous des entourages assez importants. Et en fait, c'est pas le problème des places, c'est aussi le problème de ce que ça encombre dans l'esprit d'un joueur. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, si vous avez envie d'être concentré sur vos matchs, devoir gérer la maman qui appelle pour dire bah oui, le cousin il veut venir, comment ça se passe, le papa qui dit bah oui, mais attends, ma belle-sœur elle va venir, l'agent qui dit bah non, moi j'ai besoin de 3 places, comment ça se passe. Il suffit de leur dire j'ai 8 places, débrouillez-vous. Ça se passe pas comme ça. Dans une vie normale de tous ici. Mais ça se passe pas comme ça, ils sont sursollicités pour les places. Il faut leur dire pendant la Coupe du Monde, sollicitez-moi moins, j'en ai 8. Bah oui, mais malheureusement ça se passe pas comme ça. La Fédé a mis quelqu'un en place pour gérer la billetterie des joueurs justement, qui est en contact avec les familles, qui fait les voyages s'il faut avec les familles depuis la France aux États-Unis. Il y a des fois, à partir des 8e de finale, notamment peut-être les 16e, parce que c'est une compétition différente, la Fédé met en place des avions
pour gérer elle-même le déplacement des familles, que les joueurs aient rien à gérer. Et alors, et sinon, c'est le joueur qui gère tout. Mais il y a 99,99% de chances que les Bleus soient en 16e. On rappelle, même les pires troisièmes seront en... Enfin, les 4 meilleurs troisièmes, hein, c'est ça, je dis pas les 8 meilleurs troisièmes. Ouais, 8. En plus, même moi, je me paume. Seront en 16e. Il suffit de dire, pour le premier tour, on n'a que 8 places, et il y en aura plus pour les matchs décisifs. Mais quand vous êtes Konaté, par exemple, vous avez une famille avec plusieurs frères. Vous dites quoi? Vous dites, non, il y en a un qui fait un match et l'autre qui fait l'autre. Non, les frères, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Ibou, essaye d'aller, je prends l'exemple de Konaté, hein, mais c'est vraiment un exemple comme ça, mais ils disent, Ibou, essaye d'aller en gratter une, va demander une place à quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas un joueur qui n'a pas une place? Parfois, ils échangent les places, les joueurs, parce qu'il y en a qui ont trop de place. Je vais même faire un calcul précis, parce que je ne l'ai pas fait. 26 x 8, on est à 208 places pour les joueurs. Oui, mais c'est les mêmes qui viennent. Oui, mais il y a des gens qui n'ont même pas une place, enfin, je veux dire, même si c'est dur à remplir. C'est eux qui jouent. Vous comprenez que ça soit difficilement audible. Non, parce que là, je suis d'accord que le monsieur Tout-le-Monde qui veut aller à la Coupe du Monde, c'est difficile pour lui, sauf que lui, il joue là-bas. Donc celui qui joue, il a quand même le droit un minimum d'avoir des places pour que sa famille vienne le voir jouer. Et c'est combien le minimum? Alors, ok. Vous ne m'avez pas convaincu, mais c'est combien alors? D'habitude, c'est 5 ou 6 offertes, et puis tu peux en acheter jusqu'à 10 à 12. Donc tu peux en avoir 15 places par match. Mais c'est sur des stades de 90 000 personnes, c'est quand même un minimum pour un joueur qui est sur la pelouse. C'est pas immense de demander 15 places quand même. On est d'accord que les joueurs ils ont toute une équipe derrière eux, peuvent aller chercher des places tout seuls comme des grands en fait. Et c'est quoi le chiffre? De toute façon, si ça avait été 10, c'est pas assez, ça avait été jusqu'où est-ce qu'on va? Charlotte, tu joues un match. Oui, alors le fait qu'ils veulent avoir leur famille, alors ta famille puisse te voir jouer, c'est basique. Surtout qu'en plus il y a un décalage horaire, c'est assez terrible là-bas quand on est français et qu'on n'a pas des infos de nos proches qui sont aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, mais en fait ils peuvent se débrouiller tout seuls les joueurs en fait. Enfin, ils ont une organisation, tu dis c'est pas une question d'argent, et ça je le compte. Ça, ils peuvent payer des places. Bien sûr, mais ils peuvent aussi trouver des places. Ils peuvent même acheter une avec leur équipe, leur manager, enfin tout en fait. J'entends qu'il faille les mettre dans les meilleures conditions psychologiques, je le comprends. Mais si l'organisation là-bas leur dit c'est pas jouable, c'est quoi? C'est l'organisation qui bloque ou c'est la Fédé qui s'est mal organisée? 2 places. Mais qui s'est mal organisé? Alors je vais chercher le coupable. Qui s'est mal organisé? Est-ce que c'est la FIFA qui a fait n'importe quoi ou l'organisation sur place, ou est-ce que c'est la Fédé qui a mal bossé? Là, dans toute l'histoire, c'est la fédération. La fédération c'est ça le problème alors. Baisser les coûts de la Coupe du Monde. Ils se sont rendus compte que les finances à la fédération sont mauvaises. Ils s'en sont rendus compte 3 jours avant la compétition. Ils s'en sont rendus compte il y a quelques semaines, quelques mois, et pour dire voilà. Ils se rendent compte quelques mois avant la compétition que les finances sont pas bonnes. Ils ont quand même un problème de compétence. Ils ont surestimé les finances de la Fédé, et là Philippe Diallo essaye de réduire un petit peu sur toutes, pas que l'équipe de France masculine et pas que sur toutes les équipes de France, de réduire la voilure parce que la Fédé. Mais alors donc si vous me dites qu'il impacte l'esprit des joueurs, c'est une bêtise. Oui, ce qui est en train de faire la Fédé, pour l'instant il n'y a pas de problème. Mais là on est à une semaine du départ. Vous vous rendez compte moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur le niveau 0 du débat. C'est hallucinant de se dire qu'on est encore à discuter de ça à une semaine de la Coupe du Monde. Là, pour le coup, la Fédé, c'est une vraie erreur. On sait à quel point dans les compétitions, le moindre détail compte. Si les joueurs n'ont pas l'esprit entièrement tourné vers le terrain, c'est un vrai souci. Et ça montre ce genre de problème, ça montre une vraie faiblesse et une vraie fragilité institutionnelle. Franchement, ils ont voulu revenir sur les primes, parce que ils étaient mis d'accord sur les primes avec. Donc ça, c'est la faute des joueurs. Non, les joueurs et la Fédé ont été d'accord. C'est la Fédé qui a voulu revenir. La Fédé a dit non, en fait. Donc la Fédé a fait n'importe quoi de A à Z. Alors pourquoi on dit pas ça? Pourquoi on dit pas la Fédé a fait n'importe quoi? C'est ce qu'on a dit. On dit c'est trop important pour nous. On veut baisser. Finalement, vous en aurez des primes comme des demi. Attendez, voilà un homme qui n'a jamais touché une prime. Il y avait un maillot pour une compétition. Justement, je vais vous raconter une anecdote quand même qui nous est arrivée nous en 1978. Et comme quoi, tout doit être réglé avant. Donc, on part là-bas en Argentine et on arrive là-bas et on a, à l'époque, qui existe toujours maintenant, il y a le contrat avec le fournisseur des chaussures, de l'équipement. Donc, nous, c'était la marque aux 3 bandes. C'était Adidas, je vais citer Puma et Nike. Ah oui, pardon, c'est vrai. Et donc, on arrive là-bas et c'était pas bien établi. Alors, on convoque Jean-Marc Guilloux, Michel Platini et Henri Michel font une petite réunion et disent les gars, c'est clair, puisqu'ils veulent pas nous donner ce qu'on a demandé, on va peindre nos chaussures en noir. Vous voyez, les 3 bandes. Bien sûr. Donc nous, on écoute, on est tous unis, on a peint pour le premier match. On a caché les 3 bandes. On a caché les 3 bandes parce qu'on voulait obtenir, c'était 50 000 francs de l'époque, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut. Ça fait bien moins que 50 000 euros, je vous rassure les plus 7 500 euros. Ça ne fait pas grand-chose en termes d'euros. Et donc, jusqu'au
dernier moment, avant le match de l'Italie, on a conservé nos chaussures en noir et le responsable de la marque est arrivé avant le match, mais pratiquement 10 minutes avant, il a dit « Bon, c'est bon, j'ai obtenu l'accord. » Mais on n'a pas nettoyé nos chaussures. Vous étiez pour 7000 balles, quoi. On a laissé nos chaussures comme quoi, déjà à l'époque, on avait des petits soucis comme ça. Non, mais ça pollue l'esprit d'un joueur ou pas? Je sais pas, parce que... Bien sûr. Bah nous, alors moi, je vais vous expliquer. Sérieux, Greg, dans la préparation d'avant-match, oui, on était un petit peu ennuyés parce que... Non, mais ça m'intéresse, ça. T'es en train de te dire, il faut que je mette on mettait du cirage, tout simplement. Ouais, à l'époque, c'était du cirage, donc... Mais ça te perturbe parce que déjà, vous n'aviez pas les bons jeux de maillot. 100 millions d'euros contre un Nike. Ça, c'était le dernier match. Oui. 100 millions d'euros et tu joues une Coupe du Monde où normalement tu vas gagner un peu d'argent quand tu es l'équipe de France. Bah, c'est pour ça que je comprends pas. La Fédé se justifie en disant que la Coupe du Monde aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, coûte particulièrement cher et qu'en plus c'est pas favorable entre l'euro et le dollar et que ça fait des surplus de coûts. Je comprends pas que c'est pas favorable. C'est des choses que tu dois anticiper. Comment ça, l'euro et le dollar, c'est pas favorable? Mais déjà ça, ils ont créé un hôtel en plein centre de Boston. 1 euro, 0,85 $. L'hôtel en plein centre de Boston, privatiser l'hôtel en plein centre de Boston. Au bout d'un moment, si tu veux faire des économies, déjà fais des économies là-dessus. Ouais, bien sûr. Te mettre un peu éloigné de Boston, tu paieras moins cher et tu auras un complexe à toi. Ils ont pris un truc luxueux en plein centre de Boston. Donc. Bon, oui, c'est bon, donc c'est fait n'importe quoi. Il y a des chambres à vide là-bas. Ils ont privatisé une partie. Mais ils ont privatisé. Bah, peut-être que Tom Cruise et Brad Pitt vont jouer avec les Bleus, parce que c'est ce qu'ils font quand ils viennent à Paris pour un film. Merci Romain. On va rester avec les Bleus. Giovanni Castaldi s'est reconnecté. Les Bleus qui jouent contre la Côte d'Ivoire. Gio, vous avez la compo probable. Vous êtes avec nous. Et oui, effectivement, Greg, la compo très probable. Là, pour le coup, il y a quasiment plus de doute. Donc, dans les cages, ça sera Mike Maignan. À droite, Jules Koundé. Ibrahima Konaté est fortement pressenti pour accompagner Dayo Upamecano en charnière centrale. Sur la gauche, ça ne devrait pas être Lucadine, mais Théo Hernandez. Devant lui, au poste d'ailier gauche, Marcus Thuram. Deux milieux de terrain récupérateurs avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. À droite, il s'agira de Michael Olise. En numéro 10, Ryan Cherki. Et devant Kylian Mbappé, à noter que le staff de l'équipe de France prévoit durant cette rencontre de nombreux changements en cours de match. Donc il y aura une large revue d'effectifs malgré ce 11 de départ qui devrait débuter. Attention au ventre, Giovanni, ça vous enlève la mèche. Et vous voyez, finalement, vous auriez dû aller aux toilettes, vous auriez su tout à l'heure pour Théo Hernandez et pas Lucadine. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Loïc Tanzi lui a donné un conseil de renard. Il lui a dit va te planquer dans les toilettes pendant la mise en place. Tu sors, t'es pédard dans le stade, tu vois la compo, tu la donnes à Greg. C'est ça l'histoire. Bah oui, bien sûr. Tiens, avant de replier ce thème. Exactement. Oui. Allez-y, Joe. Non, pas du tout. C'est pour dire que j'avais suivi les conseils avisés de Loïc Tanzi et j'ai même réussi pour lui, puisque à ses heures perdues, parfois il travaille sur le mercato, échanger avec Yann Diomandé, le joueur courtisé par le Paris Saint-Germain de la Côte d'Ivoire, qui a confirmé qu'il admirait depuis tout petit le club du PSG et il n'a pas démenti qu'il y avait des contacts entre les deux clubs. Eh bien, on développera tout ça dans la Mancam Mercato tout à l'heure, évidemment, avec Raphaël Sebaoun. J'en profite pour terminer ce débat avec Djibril Cissé, qu'on salue. Djibril qui connaît bien la Coupe du Monde et le plateau de l'EDG, qui m'a répondu à ce que vous disiez. Ça pollue, un joueur n'a pas à gérer ça. C'est très compliqué pour se concentrer sur ton match quand tu dois gérer les places et les gens mécontents. Voilà pour le témoignage de Djibril. Allez, dans un instant, écoutez, on va y aller directement en équipe de France. Comment gagner sa place en 2 matchs amicaux. Mode d'emploi avec Raphaël Sebaoun. Et puis la Mancam Mercato, à tout de suite.